Eggle. Excuse-moi, j'ai En mode avion, avec Fred Testo. Donc voilà, nous sommes en mode avion aujourd'hui avec Céline et Virginie. Ça a commencé, d'accord. Ouais, ça commence tout de suite comme ça. Tu fais pas de clap de départ. Non, il n'y a pas de... Merde, on fait ce qu'on veut, tu sais, après c'est du montage. Hein. Tu vois, on pose de l'huile d'olive, du pain, on est vraiment très détendu, quoi. Donc comme je le disais, nous sommes avec Céline et Virginie, ou Virginie et Céline, hein, ça dépend dans quel ordre vous regardez ce podcast audio. Virginie, t'as l'air bien contente, on t'a vu arriver comme ça, avec le sourire aux lèvres. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où on n'ose pas trop dire si on est content. Ça fait moins le buzz d'être heureux que de faire un clash. Et ben, nous, on s'en fout dans ce podcast. On est pour le bonheur, pour la vie meilleure, on se drogue à la vie. Et donc, Virginie, pourquoi t'es contente? Parce que je rappelle que tu es autrice, réalisatrice, productrice, distributrice. T'as été factrice? Non, pas du tout. Bon, voilà. T'as l'air heureuse parce que j'ai l'impression qu'il y a un projet qui va peut-être se concrétiser. Oui. Est-ce que tu es rosée? Parfaitement. Et ben voilà. Voilà la raison de mon bonheur. Je suis ravie parce que voilà, j'ai mon second film qui est en financement là, et puis j'ai eu des très très bons échos, voilà. Donc je pense avec une chaîne de télévision française. Eh ben écoute. Et je pense que voilà, ça va se faire. Donc c'est 2 années de travail qui vont enfin se concrétiser. Donc je ne décroche pas ce sourire de ma bouche, quoi. Merci. Félicitations. Merci. C'est marrant parce qu'on s'est rencontrés, on se connaissait déjà par notre amie Brigitte en commun. Brigitte, autrice, Voilà, formidable une autrice. autrice aussi. Ouais. Autrice qui est le féminin de auteur, pour ceux qui ne... Alors je me posais la question, Non, pas parce de qu'on entend vocabulaire. toujours auteur avec un E. Non, mais autrice, c'était présent au Moyen-Âge, au XVIIe siècle. Il y a eu quand même tout un travail. Il y a plein de mots féminins qui ont été sortis par des académiciens qui existaient et qui ont été... on a oublié. Non, ils ont dit... c'est bon? C'est fini. Sympa, Donc dis on a donc. gardé actrice, on a gardé certains termes et tout, mais autrice Factrice. existe. Voilà. Et au Moyen-Âge, on était beaucoup Oui, parce qu'on plus... dit pas il y a la facteur. Ah si, dans le Nord peut-être. Il y a la peut-être, facteur qui est là. d'où je viens. Faut que je fasse ma mais douche. il y avait des mots qui existaient pour définir des professions féminines au Moyen-Âge qui ont été retirés. Il y a eu une petite réunion de censure. Entre garçons malfaisants. Entre garçons mal informés, quoi. Mais Ouais. par exemple, au Québec, au Canada, autrice, c'est toujours utilisé. Ça n'a jamais voilà. cessé. Voilà. Puisque eux, ils ont des vieux mots dans leur... Ah oui, dans leur vocabulaire. Voilà. Nous, on s'est rencontrés après, parce qu'un jour, tu fais appel à moi et tu étais en train de monter un film qui s'appelle À 2 heures de Paris. Et j'aimerais bien que tu racontes cette histoire, parce que c'est quand même assez drôle. Donc ton sujet, si tu peux l'expliquer, et raconter assez rapidement, en 1h30. Oui. Non, mais juste en gros pour te dire, voilà, moi un jour, t'as eu envie, t'as fait de la réalisation, t'as écrit des choses, t'as fait plein de petites choses, et un jour, tu fais ton premier film. Voilà, D'accord. j'ai écrit le scénario de ce premier film, voilà, qui est un road movie, qui met en scène une mère et sa fille qui partent en baie de Somme, dans le Nord, chez moi, à la recherche du père de la gamine, puisque quand la mère est tombée enceinte, quand elle avait 16 ans, elle n'a pas su trop identifier qui était le géniteur. Bon, ça arrive, hein, tu sais ce que c'est, la fête, on est jeune, voilà. Et puis voilà, j'écris ce scénario. C'était il y a 3-4 ans? Non, 4 ans. Une petite décennie, quasiment. Voilà. J'écris ce Et t'as essayé scénario. de le monter. Voilà, qui plaît beaucoup aux acteurs, mais qui plaît moins aux producteurs, aux financiers, etc. Et là, j'ai beaucoup de censure, parce que ce personnage est très libre, retourne voir ses ex à l'occasion d'un petit voyage, et puis avec certains ex, ça se repasse un peu bien, elle profite de la vie, elle est célibataire. Ça dérange à ce moment-là quand tu essayes de trouver tes financements? De folie, parce qu'une mère de famille, c'est pas comme ça, on représente pas... C'est fou le retour que tu as eu justement, très négatif. Et on te disait que c'était la raison? Oui, bien sûr. On me disait par exemple à la fin du film, il faudrait qu'elle se marie avec le personnage de Thierry Frémont, qu'elle rentre dans le droit chemin. Il fallait vraiment qu'il y ait une épilogue qui soit de l'ordre du Disney, mariage. quoi. Voilà. Et j'en ai 2 femmes dans une voiture. C'est un journaliste qui me l'a rappelé dernièrement. Il m'a dit 2 femmes dans une voiture, ça peut faire mauvais genre. Oh là là. 10 ans après Thelma et Louise. Donc ils voulaient tous le produire, mais en faire autre chose. Et puis enlever des scènes de cul qui de toute façon n'existaient pas à l'image, mais qui étaient suggérées dans l'histoire. Donc on m'a demandé de couper les scènes de cul, mais il n'y en avait pas, donc j'étais bien embêtée, tu vois. Ouais. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai dit stop, quoi. J'ai dit on va faire ce film. Tous les acteurs étaient là, Fred, voilà, plein de monde. Charles Bousquet, Hyacinthe, Thierry Frémont, Valérie Mérès, Fanny Cotenson, et puis tout le monde était là. Mathilda Marty, ouais. Mathilda Marty, ouais. Et puis voilà,
Et puis on l'a fait indépendant, je suis partie sans chaîne, sans distributeur, tout le monde m'a dit il te restera sur les bras, il sortira jamais, et puis il est sorti au cinéma, puis après on l'a vendu à Netflix, et puis on a cartonné à Netflix. Alors moi j'ai passé un confinement de folie, parce que bon, il a très très bien marché. Donc il est déjà sur Netflix? Mais là il est plus, il est resté 1 an et je l'ai vendu dans 40 pays aussi. Voilà. Okay. Voilà. Virginie, elle a eu une sorte d'aventure à son niveau de Casa de Papel, quoi, qui n'avait pas du tout marché à la télé, enfin bon, qui s'était fait quand même. Non mais ça me fait rire parce que toi, tu as choisi les gens avec qui tu voulais travailler. Moi, je pense que les gens lui ont mis des bâtons dans les roues et finalement, elle fait son film et elle devient productrice de son film. Elle va s'endetter à la banque. Ah oui, moi j'ai partagé ma vie avec les huissiers un été, oui, c'est vrai. Ouais. Elle allait nous négocier les sandwichs, nous négocier les pots de tournage, les hôtels. En plus, tu m'as dit qu'on bouffait bien. Équipe réduite et tout le monde y est allé pour la passion de ce métier et au final... Aujourd'hui, c'est ce qui te permet de, plutôt que d'avoir dit au début, bon, bah, alors c'est peut-être pas pour moi, je vais arrêter, puis je vais écrire des petits trucs dans mon coin, je fais pas mon film, parce que tout le monde s'y opposait, bah, finalement, tu l'as fait. Oui. Et aujourd'hui, ça te permet. J'ai une question, moi, qui ne suis pas du tout dans le monde du cinéma ou de la télévision. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes, quand tu fais une recherche comme ça de financement pour un film, tu es essentiellement face à des hommes, enfin, j'imagine, par rapport à ce que tu es en train de raconter, ou c'était même des femmes qui trouvaient que c'était pas... J'ai eu 1 ou 2 femmes aussi qui m'ont dit à l'époque, alors je tiens à préciser, on était quand même avant MeToo. Et ça a quand même changé depuis. Ouais, c'est en train de changer, un peu, très doucement quand même. C'est-à-dire que maintenant, des personnages féminins forts, des rôles modèles, etc. Il y a des personnages. Tu vois, là, je pense au personnage de Dre Floro dans HPI. Tu vois, tu te dis, il y a 10 ans, ils n'auraient pas misé dessus, tu vois. Donc bon. Qui est un personnage très libre, très célibataire. Alors qu'il y a 10 ans, elle était dans un film très connu qui a fait 20 millions d'entrées en France aussi. Oui, tu vois, c'est ça qui est drôle. Absolument, c'est vrai, t'as raison. Donc c'est ouf. C'est ouf. Oui, mais dans donc cette la femme série, est toujours mise un peu derrière dans ce pays qu'est la France. Et malheureusement. Dans cette série, elle est mère célibataire avec 3 mioches, elle en refourgue un à la grande sœur, elle va faire ses enquêtes, puis dit comment il bouffe et tout. Personne ne se pose de questions. Moi, c'était quelques années avant, donc c'était différent. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que ça a changé. Si je peux créer une analogie entre les 2 projets, même s'ils ne traitent pas de la même chose, il y a quand même un personnage de mère célibataire. Moi, ce qui me faisait marrer en vous faisant rencontrer toutes les deux, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais ton métier, toi, d'autrice, tu as envie de faire ton film, de le réaliser, et puis bien souvent, c'est les effets spéciaux. Hein. J'ai mon petit truc à son, donc j'ai un bruit de chien. Et bien souvent, on te met des barrières, on te dit bah non, en fait, nous, ça nous intéresse pas, ou faut pas le faire comme ci, comme ça. Enfin, on veut dénaturer ton projet. Ils voulaient tous le produire, mais en le dénaturant, effectivement. Et du coup, finalement, il y a des gens qui auraient pu dire bah non, je le fais pas, j'arrête, et puis voilà, je vais retourner dans mon petit coin, dans ma petite chambre pour écrire d'autres choses. Toi, tu as continué. Et Céline, c'est la même chose. Céline, un jour, a décidé de partir. Décidé beaucoup de choses, Céline, je sais pas. En Colombie, après avoir fait de l'immobilier, plein de choses. Donc, si tu veux bien nous raconter je trouve que vous avez un lien de filiation. Bon, vous êtes sœurs. Après, je vous l'annoncerai à la fin du podcast. Je pense que on n'attend pas ni l'une ni l'autre. J'ai fait vos analyses ADN. Hein. C'est ta petite sœur, Céline. On n'attend pas, je pense, ni l'une ni l'autre qu'on valide nos projets pour les commencer, j'ai l'impression. Mais bon. Ouais. Oui, non, moi, à un moment, après avoir fait déjà pas mal de choses, j'ai travaillé très jeune, donc j'en ai fait des choses. Après avoir fait des expériences différentes dans l'industrie du luxe. Dans les bateaux, t'as travaillé ? Ouais, j'ai travaillé sur un yacht privé pendant 2 ans. D'ailleurs, je sais pas si tu sais... Non, si, on en a déjà parlé. Je t'ai connue avant de te connaître. Je suis dans un des films, mais la scène a été coupée au montage quand je bossais sur le yacht. Dans un film où tu avais les cheveux décolorés avec Franck Dubosc et tout ça. Ah, le siffleur. Le siffleur. Ah oui, il y avait des scènes qui avaient été tournées. Voilà. Il y avait des scènes qui étaient tournées au Port Canto, à Cannes. Exact. Et on nous avait demandé de faire le service. Mais je suis pas sûre qu'on le sache. Et on nous avait demandé de continuer notre service comme si de rien n'était. Donc j'étais dans mon petit uniforme avec l'ermite et Berléand. Et Samy Bouagila. Avec l'ermite. Bref, les scènes ont été coupées au montage, mais je sais que c'est un film dans lequel tu étais, on se connaissait pas encore à l'époque. Ah, c'est drôle. Donc toi, t'étais... J'ai travaillé sur des bateaux, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe en Argentine, à Saint-Tropez. Je suis du Nord, moi aussi. Ah, toi aussi? Tu es d'où? C'est pas sexy, je suis de Beauvais. Mais écoute, je suis de Compiègne. Voilà, soyons pas sexy ensemble. Voilà. Alors c'était pour ça, en fait, c'est ça notre point commun. Notre ADN. Les deux nordistes. Moi, j'y ai pas vécu longtemps, j'ai grandi en Charente-Maritime, c'est pas plus sexy non plus. T'as fait plein de j'ai choses bossé à droite à gauche dans des différents pays à faire différentes choses. Et en 2013, je suis partie en Colombie
sans plan. J'avais bossé 4 ans à Paris dans une boîte qui rénovait des appartements de luxe pour des Russes, des personnes d'Arabie Saoudite et du nouveau pays ex-pays de l'URSS, etc. Et d'ailleurs, le rapport avec Virginie, c'est que quand tu faisais des visites pour les gens dans ces appartements incroyables, qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu peux aller dans un appartement, tu le visites. Mais Céline, c'était pas n'importe quelle visite, c'était pas n'importe quel appartement. Elle mettait l'appartement en scène. C'est-à-dire que tu mettais la baignoire avec le jacuzzi était en route, la table était dressée. Voilà. Il y avait de la musique. L'appartement était vivant quand on s'imaginait y vivre en fait. Ouais. Après oui, c'était les appartements les plus chers au mètre carré de Paris à l'époque. On faisait des records de vente et tout ça, c'était un autre monde. Et la Rissette, elle part en Colombie. C'était bien. Je gagnais très bien ma vie, mais j'étais pas du tout épanouie là-dedans. En fait, je pense et pourquoi la Colombie? T'avais des attaches? C'était un rêve? J'y étais allée. En fait, j'ai vécu en Argentine pendant un moment beaucoup plus jeune. Ouais. Et à ce moment-là, après avoir fait les bateaux, Paris, etc., je me sentais pas trop à ma place en France. À ce moment-là, il y avait des choses qui me dérangeaient. Et c'était pas vraiment une chose en particulier. Je sais pas, c'était un univers qui me correspondait pas. Après, avec le recul, je pense que cet univers en particulier dans lequel j'évoluais, là, de l'ultra luxe, c'était pas moi du tout. Même si apparemment, je faisais bien mon travail, mais je ressentais plus rien de positif, quoi, à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais retourner en Amérique latine. La situation économique de l'Argentine, c'est toujours compliqué, pas ça, quoi. Même si c'est un pays que j'adore. Je connaissais la Colombie pour avoir passé 3 jours à Carthagène des Indes, sur la côte caribéenne, avec des amis australiens qui vivent sur un catamaran. Et avec... faut s'y retrouver un peu, mais... Ah oui, moi... Des très bons amis que j'avais rencontrés quand je bossais dans un hôtel à La Rochelle, quand j'avais 20 ans. Donc, enfin voilà, c'est vraiment... À un moment, on s'est retrouvés à Carthagène des Indes. Ils étaient venus me chercher pour qu'on fasse ensemble les îles San Blas. C'est un archipel d'îles au large du Panama, sur leur catamaran, avec leur petit bébé. Donc j'avais passé 3 jours à Carthagène. Voilà, ça c'était en 2009. Et en 2013, je suis à Paris dans mon job et tout ça, et je m'ennuie, plus rien ne va, et je me dis je vais retourner vivre en Amérique latine, donc. Et je me dis non, l'Argentine compliqué, la Colombie, voilà, ça commence un peu à être plus sécure, l'économie redémarre, etc. Après des années un peu compliquées. Et je me dis après tout, de mes souvenirs, en tout cas, tout était à faire à Carthagène des Indes. Il y avait pas. Aujourd'hui, quand on parle de Carthagène des Indes, c'est Fred. Moi, j'y suis connais. Allé. Hein c'est des bars, des discothèques, des restaurants, des magasins de fringues. Découper le chien et me le faire en 2 portions, rôti avec un peu d'huile d'olive, s'il vous plaît. Merci. J'adore les animaux. Hein. Et à l'heure actuelle, le Carthagène des Indes, c'est la ville touristique colombienne, alors que quand j'y suis arrivée, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Il y avait rien. C'était la ville touristique des Colombiens, mais il n'y avait pas encore tous les Américains, les Européens. La Colombie n'était pas encore. Elle s'ouvrait à peine encore sur le tourisme international et tout ça. Donc voilà, l'idée c'était d'y aller. Je savais pas trop ce que j'allais y faire et j'ai pas fait grand chose à Carthagène en l'occurrence. Et ensuite, au bout de 2 ans, je suis allée à Bogota. Et à Bogota, j'ai rencontré les hasards de la vie, tous les amis que j'avais. Tous les amis que j'avais sur place et toutes les activités que je faisais tournaient autour de l'art. Donc j'avais beaucoup d'amis artistes, on m'emmenait dans des ateliers. Au moment où je suis arrivée à Bogota, c'était en plein pendant Art Beau, la foire d'art internationale de Bogota. Et oui, très vite, en fait, j'ai été happée par ce monde comme ça de l'art. Ça s'est un peu imposé à moi, c'était un peu une évidence. J'ai vite vu que beaucoup d'artistes n'étaient pas représentés ou peu représentés dans les galeries colombiennes ou dans les foires d'art. Donc notamment tout ce qui a rapport à la culture urbaine. Street art. J'aime pas trop street art. Je trouve que street art, c'est... J'apprends des choses, moi aussi. Je sais pas, je trouve que street art, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est un peu... Ouais. Oui, culture urbaine. Regarde, si demain tu vas écrire Fred dans la rue, alors t'es un street artiste. Je sais pas, c'est un peu... Oui, d'accord. En fait, je trouve qu'on met tout le monde un peu dans le même panier, ça veut plus rien dire. Non, mais c'est intéressant justement, parce que toi, c'est ce que tu fais au quotidien, donc merci d'avoir le recul là-dessus. Ouais. Culture urbaine. En tout cas, nous, à la galerie qui s'appelle Bandi Bandi, à la galerie, en tout cas, la ligne principale, c'est culture urbaine latino-américaine. Et ce que j'entends, moi, en tout cas, par culture urbaine, ça va bien au-delà juste du street art. Je trouve que dans le street art, c'est un peu un fourre-tout. N'importe qui ferait une fresque ou qui écrirait quelque chose. Peu importe sa technique, si c'est un artiste avec une vraie carrière derrière lui ou pas, s'il a des choses à dire ou pas. C'est dans la rue, c'est du street art. Je sais pas, je trouve qu'au bout d'un moment, ça veut rien dire. C'est comme si un artiste qui faisait des toiles...
tout le monde est un artiste abstrait. Ben non, enfin, je sais pas. Ouais. C'est un peu mettre tout le monde dans le même panier, ça me dérange un peu. Alors que nous, ce qu'on essaye de présenter à travers la galerie, c'est la culture urbaine latino-américaine. Donc c'est vraiment comment j'expliquerais ça, un écosystème de toute une génération en fait, qui a tendance à se voir plus dans la rue qu'ailleurs, mais ça regroupe beaucoup de choses. Donc ça peut être le street art, ok, la car culture, comme on appelle ça, donc toutes les personnes qui s'intéressent aux voitures, donc ça peut être des illustrateurs qui dessinent tout le temps des voitures, ça peut être de la street photographie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme artistes, des artistes qui s'intéressent à la musique urbaine, ça peut être le streetwear à travers des œuvres d'art. En fait, oui, en fait, c'est résumé, t'as raison. C'est pour ça que j'aime bien dire culture urbaine, parce que le street art, en fait, c'est de la peinture sur un mur, une fresque ou du graffiti, voilà, ça rassemble à peu près ça. Alors que nous, je trouve qu'on a un éventail, que ce soit au niveau des supports ou de ce que ça raconte. On a aussi beaucoup d'artistes, sachant qu'on est en Amérique latine, enfin que la galerie jusqu'à présent était en Amérique latine. Là, on ouvre à Paris. Et voilà, donc c'est en ce moment là. Ouais, là, on a une expo en ce moment. Donc c'est une ouverture, c'est ça? Oui, alors là, on commence avec, vu la situation actuelle sanitaire, on commence avec des pop-up. Et puis ensuite, on va prendre une petite boutique, un local quelque part dans Paris, voilà. Et donc là, on commence avec une première expo d'un artiste colombien et d'un artiste vénézuélien à côté de l'Urban Art Fair, rue Caffarelli, jusqu'au 14. Ça va être une courte exposition, mais c'est notre première, donc c'est énorme pour nous. Et toi, tu te partages comment entre les deux pays alors? À l'heure actuelle, par rapport à toute la situation sanitaire, économique et politique de la Colombie, sachant qu'en ce moment, le peuple colombien est un peu en train de se lever contre son gouvernement, ce qui est, je pense, plutôt nécessaire, pour être honnête. T'es ici, quoi, du coup. Ouais, pour l'instant, on va être ici. Ce qui est intéressant, autant pour nous que pour nos artistes, c'est que pour tous nos artistes avec qui on a l'habitude de travailler depuis 5 ans en Colombie, tout d'un coup, pour eux, c'est génial, ils sont à Paris. Donc, c'était un peu inespéré parce que c'est pas la même chose pour un artiste colombien d'être présenté dans notre espace à Bogota ou d'être à Paris, qui pour eux, comme pour nous, Paris, c'est le centre névralgique de l'art. Enfin, on se dit, waouh, l'art et Paris, c'est un peu le summum, quoi. Donc, pour eux, c'est génial. Et donc, voilà, on continue avec une curation d'artistes latino-américains. On travaille pas qu'avec des Colombiens, même si, évidemment, ils représentent un pourcentage élevé naturellement dans notre sélection d'artistes, mais en fait on travaille avec des artistes argentins, mexicains. Là on vient de faire rentrer un artiste du Costa Rica, donc voilà. Pas de brésilien? Et on lorgne un peu, on drague un peu une artiste brésilienne. Parce que là, je me fais une transition parce que mon film à 2 heures de Paris est sorti au Brésil. Ah oui? Il y a 2 mois. Mais c'est pour ça. C'est le dernier pays qu'on a vendu. Mais est-ce que Fred est doublé? Est-ce que Fred parle brésilien dans oui, parce la version? Ils m'ont demandé les textes, donc ils vont le sous-titrer. Je veux voir ça. Je viens de réaliser une pub pour le Brésil. C'est vrai. Donc c'est très drôle, tu vois, comme quoi on est très très Brésil. Mais attends, ça veut dire quoi réaliser une pub pour le Brésil? C'est être réalisateur pour une publicité, pour une marque au Brésil. Mais c'est fait en France? Fait en France. Ok, d'accord. Donc il faut qu'on aille au Brésil en fait, c'est ça les signes de la vie. Voilà, il y a un truc sur le Brésil. Moi j'ai eu le Brésil. Et il y a l'avortement qui est évoqué dans le film, mais à peine, si tu veux. À un moment, il y a un des personnages, quand elle retrouve son ami d'enfance, elle lui dit « Mais pourquoi t'as pas avorté finalement? Tu savais pas qui était le père. » Et ça pose toutes les questions des droits. Voilà, et elle dit juste, et dans le film, elle dit juste « Oh bah non, dès que j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai aimé ce bébé. » Et c'est tout ce qu'on dit. Et au Brésil, ça, de parler de l'avortement entre la poire et le dessert, ça, ils m'ont dit... Mais quelle liberté, tu vois, ça, c'est puisqu'avec tout ce qui se joue sur l'avortement au Brésil, tu vois. Mais en Amérique latine, en général, c'est complètement tabou. Voilà. Et donc, ça, les journalistes, ils ont dit, il n'y a qu'en France qu'on peut faire ça. Ils ont commencé à faire une introduction des articles sur le film en disant, il n'y a qu'en France qu'on peut avoir une telle liberté. Ce film est si libre. Et là, je leur ai dit, attendez, je vais remettre un peu les pendules à l'heure. Tu vois, je leur ai quand même raconté les années de galère. Que ça fantasme pas non plus, tu vois, parce qu'on est perçu à travers le monde comme un pays sans tabou, hyper libre, hyper libertaire, etc. Ouais. C'est pas forcément aussi vrai que ça. Avec plein de facilités, plein de valeurs et tout, mais justement, faut pas qu'on perde tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de perdre des choses. Alors, c'est pas se plaindre pour se plaindre alors qu'on est privilégié, c'est se plaindre pour justement ne pas perdre nos privilèges. Et c'est pas parce qu'on est privivé qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Et en plus, c'est un privilège qui est comme une lumière pour les autres pays. C'est plus. Moi, clairement, quand moi, les Colombiens, de toutes les années où j'y suis restée 7 ans. La question qui revenait régulièrement, c'est mais qu'est-ce que tu fais là?
mais c'est rigolo. T'es française, tu pourrais être en France. Nous, on essaye tous d'avoir un visa, de pouvoir y aller, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, c'est vrai que c'était une vraie incompréhension de la part de mes amis, de mes clients à la galerie, etc. Puisqu'elle pourrait être où on souhaite tous vivre ou passer un moment, pourquoi elle est venue dans notre galère, quoi? C'est sûr que ça se ressent énormément. J'ai eu la même chose des fois quand je jouais mon spectacle il y a 2 ans. Et tu te retrouves dans un bled là, et là tu dis putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais rien à faire ici. Et tu te dis, mais les gens, c'est bizarre. Tu dis, mais c'est génial. Moi, je suis un campagnard, moi, je suis un provincial. Bah, nous, j'adore la province. Et j'adore Paris, ou j'adore les grandes villes. Mais tu vois, c'est marrant l'inverse. Et en fait, c'est aussi ceux qui, des fois, n'ont pas eu la chance, comme tu disais là, de pouvoir faire une démarche et d'aller voir ailleurs si j'y suis, la fameuse expression. Ils comprennent pas qu'on vienne chez eux et qu'on trouve de l'intérêt finalement, alors que... Bah oui, non, ce qui est cool, c'est de pouvoir avoir la chance. En fait, le vrai luxe, c'est ça. C'est justement ce que tu as fait, Céline, par exemple, c'est de bouger, d'aller voir ailleurs et d'essayer des choses. Moi, je trouve ça, au contraire, c'est une force incroyable. Moi, je trouve ça hallucinant. Céline, tu la mets dans un endroit, tu arrives dans une ville à l'autre bout du monde, tu reviens un mois après, elle va présenter tout le monde, elle va dire là, on va faire ça, machin. Non, mais c'est une capacité, c'est une force que tu as. Parce que c'est quelque chose, je sais que non, mais c'est en toi, tu as un truc qui toi, tu te rends pas compte. Ouais, mais je tiens à dire quand même, parce que j'ai 36 ans maintenant et j'ai beaucoup voyagé. Donc tout le monde a cette image de moi dans mes amis, ma famille, elle, n'importe où elle va, elle s'en sort, tout va bien. Moi aussi, j'entends ça. Et je tiens à dire quand même que au bout d'un moment, enfin là, aujourd'hui, on en parle. Moi, je suis fatiguée. J'ai juste envie de rester en France et de chercher un peu peut-être que ce soit plus simple, plus fluide. C'est fatigant. Hein. Ça peut avoir vu l'extérieur, ça peut être aller voir c'est ailleurs génial. des choses et savoir comment ça se passe ailleurs. Enfin, c'est quelque chose. Tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. 90% de ce que j'ai fait n'aurait pas été possible, en tout cas n'aurait pas été si rapide. Aussi, je pense que les enfants auraient freiné à un certain moment. Et puis avoir des enfants, souvent ça va avec un compagnon. Pas forcément, je t'encourage à regarder mon film. D'accord, oui c'est vrai si tu dis que c'est... Non, mais on adore les hommes. Mais j'ai pas réussi à faire un enfant sans savoir qui était son père. Ça non, mais c'est pas ce que je dis non plus, il y a plein de choses. À 2 heures de Paris, on le voit où? Alors si maintenant tu l'as pas, tu veux sur Netflix. Mais oui, c'est en VOD. J'ai cherché. Et tu vas pas le revendre à Netflix? Alors ça discute parce que forcément... Sur Netflix toute la vie. Non, on l'avait vendu qu'une seule année, et puis parce qu'on l'avait vendu ailleurs dans le monde, et puis effectivement il est toujours en VOD sur TF1, etc. Et effectivement on discute avec Netflix. Voilà. Ce film il est très intéressant. Nous on avait eu des réactions, tu te souviens, on a eu la chance de faire quelques projections avec des gens qui ont super défendu le film, parce que quand t'es pas dans le parcours classique, forcément il y a aussi ça dans le monde du cinéma. On a vécu des bons moments, Voilà, t'as 2 ambiances, quoi. T'as ceux qui te font un tapis rouge. Celle qui t'avait touché, là, celle qui nous a touché à la Baule, là. Mais voilà, et à la fin de la projection, on était à la Baule au festival. Il y a un festival, musique de film, qui est très bien d'ailleurs à la Baule. Et à la fin, il y avait un monsieur, un vieux monsieur, un papy, qui était. Il s'est levé. Il s'est levé, les larmes aux yeux, en disant merci, bravo, vous m'avez. Ça fait des frissons d'en parler. C'est vous m'avez. Touché, vous m'avez. Ça résonnait, il y avait un truc dans sa vie. Lui, t'imagines que dans le personnage principal joué par Eric Hyacinthe, ça aurait pu. Lui, il a peut-être eu le rôle du père où il n'a pas fait attention à sa fille à un moment donné qu'elle avait envie d'air et qu'il a eu peut-être une vie un peu plan-plan. Et que putain, c'est un mec qui avait peut-être pas réussi, un père de famille, à parler avec sa fille, qui a dû quitter la maison à un moment donné. Il n'a jamais eu ce rapport-là. Et en fait, il tombe nez à nez avec le film de Virginie. J'ai des frissons qui gardent tout le temps, dis donc, quand je le dis. Ouais, moi aussi. Mais qui s'effondrent. Je vois la chair de poule de Fred. C'est pas des frissons. Non, mais ça nous a foutu un choc, tu vois, même d'en parler, parce que tu dis, merde. En fait, le plus triste, c'est que, effectivement, il y a le film de Virginie qui est très émouvant, qui est très drôle aussi. Enfin, tu vois, qui a un mix des deux. Mais quand tu imagines que ce monsieur-là, à la fin de la séance, il voit un truc et il se dit, putain, j'aurais dû faire ça, quoi. Tu sais pas si à l'heure actuelle, est-ce que derrière, il a pu appeler sa fille? Est-ce que sa fille est toujours en contact? Est-ce qu'il a eu une mère comme ça? On sait pas. Est-ce qu'il a eu une mère aussi comme ça? Moi, j'ai eu pas mal et le j'aurais dû, c'est horrible si t'as pas pu le faire. Et en même temps, ça lui a fait du bien parce qu'il a compris un truc. J'ai reçu des lettres. Une énigme. J'ai reçu beaucoup de lettres d'hommes. J'ai eu pas mal d'hommes qui venaient voir à la fin des séances en me disant j'ai eu une mère qui était libre comme elle. Et comme c'est pas la représentation classique d'une mère, etc., ils avaient peut-être une mère particulière, c'était dur à assumer, ils sont venus me dire « Ah bah moi, ça me fait penser à ma mère ». Ils m'en disaient pas plus.
Et j'en ai une qui nous a beaucoup touchés. Toi, t'étais pas là, Fred. On était avec Shirley et Mathilda. Il y a une femme qui s'est présentée avec une ado et elle m'a dit, moi j'ai fait 40 km, on était en Bourgogne, pour montrer à ma fille un film qui parle d'elle, parce qu'elle ne sait pas qui est son père. Et la femme, elle était venue, ça avait coûté l'essence, les billets. Elle avait 2 autres enfants de 2 autres pères différents, donc les 3 enfants de 3 pères. Le beau-père qui était là, c'était comme son père, la petite ado, et elle lui a dit, j'ai fait ce geste de faire 40 bornes pour que ma fille se voie au cinéma, pour qu'on parle d'elle. Alors ça a été... Mathilda, elle avait les larmes aux yeux, Shirley aussi, on a passé du temps avec elle. Et toi, comment ça t'est venu d'écrire cette histoire? Enfin, c'est quelque chose d'autobiographique de près ou de loin? Pas du tout. Ou de quelqu'un de ton entourage? Ou c'est vraiment sorti de ton imagination? Non, déjà, moi, j'avais un désir de faire un road movie. C'est un genre que j'aime beaucoup dans la baie de Somme. Il y a la lumière du Nord, ces paysages. C'est des paysages que j'ai connus enfant. Et il y a la lumière des peintres et tout, j'avais envie. Et puis, ce personnage principal, moi, j'écris ses petites aventures depuis que j'ai 18 ans. C'est un peu mon... Tu vois, donc, de ton côté, sans en parler à personne. J'écrivais et tout. Et puis, il y avait aussi ce truc de dire... Moi, l'adolescence, c'est quelque chose qui m'infuse toujours. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours connectée à cette fille. J'ai eu une adolescence hyper cool. J'en ai profité, tu vois. C'était vraiment... Et j'ai adoré cette période. Et puis, je trouve aussi que les hommes qu'on a aimés... Moi, je suis quelqu'un qui désaime pas, par exemple. Quand j'ai aimé quelqu'un, ça c'est intéressant d'ailleurs comme sujet. Une place particulière. Ouais. Et parfois, je me dis, et si jamais tu avais tous les hommes que tu as aimés ou avec qui tu as des... Dans une pièce. Dans une pièce. C'est marrant parce que... non, mais c'est marrant parce que tu sais, je me dis très souvent mes ex-amoureux qui ont compté, il y a toujours des rapports. Moi, je me dis ça quand je suis au début d'une relation. C'est très drôle. Je me dis toujours, mais si je les avais tous devant moi, est-ce que je choisirais celui avec qui je suis en ce moment? Lequel est sorti du lot, finalement? Mais non, mais ça m'aide en fait à me dire, mais oui, je suis bien avec la personne avec qui je suis en ce moment, parce que si j'avais tous les autres... Il y a une petite collection, hein, Fred en a rencontré certains. Et c'est un film de collectionneuse, on peut dire presque, mais bon, puisqu'elle en a 5 dans Et donc, j'adore me dire, mais oui, je serai avec la personne avec qui je suis en ce moment. Donc, pour moi, ça vient confirmer la relation. Mais je me le dis à chaque fois que je suis avec quelqu'un. Je m'imagine être pareil dans une pièce avec tous mes ex. Quand elle se balade, en fait, on peut imaginer ce qu'aurait été sa vie avec chacun. Ok. Donc le personnage de Fred, en plus, il est toujours amoureux d'elle, il n'est pas passé à autre chose, il est resté bloqué depuis 15 ans, il lui dit viens à la ferme avec moi. Donc, ça aurait pu être une vie. Un autre qui a une boîte de nuit, un autre qui est pilote de ligne, un autre qui est médecin, un autre qui est entraîneur de foot. Et à chaque fois, tu vois, ça peut... Ah non, mais franchement, il est... Alors, moi j'insiste sur ma question. Et alors par exemple, un pilote de ligne, un médecin, machin, et ça a quelque chose d'autobiographique ou pas du tout? T'as été avec un pilote de ligne, avec un mec qui a une discothèque ou... Des mecs en boîte, ça m'est arrivé. Moi je connais pas Virginie, je vais la connaître à la fin du déjeuner. Le personnage de Fred m'a été inspiré par mon premier petit ami avec qui je suis restée. Voilà, quand même. Ouais. Il y a toujours un peu de soi, je trouve, dans les rôles ou bien dans l'écriture, dans ce que tu joues. Et il le sait, tu crois? Enfin, il sait que... Alors lui, on a pris contact parce que j'étais très jeune, mais oui. Il a peut-être vu le film, il s'est peut-être reconnu. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui étaient au lycée avec moi, tu vois. Et qui m'ont dit « Ah, ça te ressemble tellement !» Bon, je me souviens plus d'eux, mais tu vois, il y en a un qui m'a écrit « Ah, ça m'étonne pas, on dirait toi quand t'étais gamine. » Tout ça pour dire que toutes les deux, vous n'avez rien lâché. Vous êtes allés au bout de ce que vous vouliez faire. Non, mais c'est vachement important. Parce que moi, ça fait pas... J'ai pas l'option. J'ai pas l'option. Des barrières, tu vois, des blocages en pleine face. Oui, mais ça te rend plus fort. Et en fait, tu dis, non, moi j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça, je vais essayer. Et puis avec les difficultés, avec les... Oui, mais tu sais ce que c'est. C'est Mandela qui dit ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, quoi. Moi, chaque échec, c'est juste quelque chose qui me dit, c'est pas le bon chemin à prendre. Et finalement, et là, ça m'a permis, d'avoir maintenant ma boîte de prod depuis 5 ans, de me lancer sur un projet vachement plus ambitieux, un gros film le prochain, que je porte aussi à tous les niveaux. Oui, et pas tomber aussi, pour certains, dans une certaine facilité qui te rend pas forcément heureux ou quelque chose. Tu vois, faut pas croire que... J'ai pas fait de choix financier, par exemple. C'est vrai que j'aurais pu... j'ai refusé beaucoup de séries télé, de choses comme ça, pour faire mes projets personnels sur lesquels je me suis pas payée. Du coup, c'est vrai que j'ai gagné beaucoup moins d'argent que j'aurais pu en gagner. Mais non, mais tu vois, c'est intéressant. D'aller dans vraiment ce qui t'anime, dans ta passion, dans ton envie. Mais moi, je préfère... pour avoir vécu justement que ce soit dans des milieux, donc sur les yachts ou avec mes
en côtoyant les clients auxquels j'avais affaire quand je bossais à Paris. On parle vraiment des personnes les plus riches du monde, en l'occurrence. Et de voir ma vie aujourd'hui où, vendre de l'art, en général, il y a beaucoup de personnes qui ont des galeries, qui ont quelque chose à côté, que ce soit, je sais pas moi, des biens immobiliers qui font fructifier ou des investissements ou autre chose à côté. Bon, moi, j'ai pas ça. Et donc, c'est pas non plus la panacée. Mais pour rien au monde, je retournerais dans quand j'avais ce confort financier, mais qui me ressemblait pas du tout, en fait, où ma vie... Enfin, toi qui m'as connue, d'ailleurs... à ces deux moments. Enfin, je pense que je suis vachement plus épanouie maintenant et que l'argent, c'est un détail au final. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je me dis... moi, j'ai préféré... C'est vrai que mes amis me disaient, après le tournage, je m'étais tellement endettée que j'avais les huissiers. Un jour, je suis rentrée de vacances, limite, mes meubles partaient, tu vois. Et je me dis, en même temps, c'est le game, c'est le jeu. J'ai fait tapis, j'y crois. Mais et puis ça, j'ai pas peur de ça. Ça m'empêche pas de dormir, si tu veux. Je me dis, je me referai, tu vois. C'est vrai que je peux pas me laisser guider par l'argent, c'est pas mon maître. Après, j'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est toujours mieux d'en avoir. Mais j'ai jamais cédé à ces sirènes-là. Parfois, ça peut être dur pour mon entourage, mais bon. Avoir à manger et un toit, c'est déjà le plus grand luxe aujourd'hui. J'aime cette incertitude. En fait, moi, je trouve vachement de rassurance dans l'incertitude parce que ça veut dire que je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, c'est que tout peut m'attendre. Voilà. Moi, j'ai besoin... Le bon comme... voilà, c'est ça. Pas le pire comme le meilleur. Le pire, non, parce que je suis hyper positive et je vais pas chercher le pire. Et je me dis, je n'ai que des surprises, que des choses à créer, à bâtir. Donc, je suis tout le temps à fond, quoi. Enfin, tu me connais. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est cool. Non, et puis je pense qu'il y a ce côté aussi. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, je me dis, au moins de tout tenter, de tout donner, t'as jamais le regret derrière de dire, mais j'ai pas été jusqu'au bout de mon truc, peut-être que après, ça aurait fonctionné. Il y a des gens qui mettent les bâtons dans les roues. C'est ça, moi. Oui, mon problème, moi, c'est les ralentisseurs. Bon, et après, tant pis, j'avance, je me fais ralentir, j'y vais, je passe les étapes, une à une, et puis on s'éclate, quoi. Aller au bout des choses, c'est ça qui est important. Mais tu sais, c'est parce que moi, je sais pas ta formation, mais moi, j'ai fait 10 ans d'athlétisme, je viens du sport. D'ailleurs, mon prochain film, c'est le biopic d'une sportive. C'est ça qui m'a formée. Alors moi, pas du tout. Je suis pas sportive. Moi, je suis sportive, j'ai été. T'as été à quel moment de ta vie? Je suis pas trop fan, donc... t'as vu, t'as entendu? J'ai dit, j'ai été sportif moi aussi. Elle a dit, ah oui, à quel moment de ta vie? C'est vrai. À la crèche. À la crèche, ouais. À la crèche, on m'a dit que... J'ai joué 15 ans au foot. Ah oui. Effectivement, ça se voit plus trop. Moi, c'est marrant parce que je suis un peu gros en ce moment, alors qu'en fait, j'ai toujours été maigre. Mais au-delà de ton poids, Fred, je t'ai jamais vu courir. 15 ans au foot, et tu sais, là, et il va jouer à un entraîneur de foot dans mon prochain film. Voilà. Ah ouais? Ouais, en plus. Donc, tu vois, pour moi, c'est une consécration. Ouais. Le chien n'a toujours pas été cuisiné, je comprends pas ce qui se passe. Peut-être qu'il sera cru comme l'entrée, peut-être. Non, mais en tout bien, tout honneur, c'est autorisé avec la pandémie. Bah oui, il y a eu des nouvelles lois, c'est l'urgence sanitaire, on a le droit malheureusement de faire ça. C'est triste parce que un vrai chien, évidemment, c'est un bruitage, je le dis pour les gens. Et ton biopic, ça parle d'une sportive, tu dis? Ouais, d'une footballeuse qui s'appelle Marinette Pichon. Non, c'est ça que je voulais dire sur toutes les deux. Et je vous touche l'avant-bras à chacune avec mon index. Les gens peuvent voir sur le podcast, peuvent le ressentir. C'est qu'en fait, vous avez une force incroyable, et je pense l'avoir aussi un tout petit peu pour m'auto-congratuler, c'est que vous n'êtes pas impressionné. Demain, tu peux rencontrer le président comme le laveur de vitres du coin. Vous pouvez parler pareil. En fait, ça vous fera pas ou le. Mais moi, je sais que je suis très peu fan. Mais non, mais justement, je suis fan de gens dont personne n'est fan en général. Aucun rapport à le poste, la fonction, l'argent, la notoriété. Mais ça, c'est pour moi une force dans la vie qui est incroyable. Oui. Du coup, tu parles aux gens normalement, tu es content de rencontrer un tel. C'est pour ça que moi, les politiques m'ont vachement aidé. Il n'y a pas de fanitude ou de trucs qui derrière te déstabilisent et bousillent tous les rapports en fait. Parce que ça met des... Et pourtant, on peut être fan. Moi, je dis, je suis fan de Fred. Bien sûr, tout le monde me dit Fred. Tout le monde me dit, mais Fred, c'est ton... j'ai dit, moi, Fred, voilà, c'est ton idole. Moi, on peut s'apprécier entre nous, j'aimerais qu'il soit dans tous mes films. C'est génial, c'est ta muse. Ouais, c'est... Alors, ma muse est masculine, donc peut-être ça doit être... Mais c'est vrai que Fred, je trouve qu'il a... Non, mais c'est une façon... Au Moyen-Âge, ils ont effacé le mot museau. Ils ont dit... Ah oui, muse. Ah, très bien, Céline, ça rebondit, Ça rebondit du tac au tac. On est au 3e verre de rosé.
Non, c'est vrai que moi j'appelle n'importe qui, je veux joindre un ministre, je me dis bon bah voilà, hop, j'appelle, je parle et puis mais t'as pas l'impression que aussi, enfin moi en tout cas c'est ma vision du monde et des gens, c'est que de toute façon ces personnes-là, peut-être qu'il y en a qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, mais la plupart en fait c'est des gens normaux. Enfin je trouve qu'on est tous, moi je vois pas justement la fonction, l'argent, etc. Je me dis on est tous je sais pas, on vient tous d'un terreau social ou d'un autre, et après chacun fait sa carrière, son bout de chemin et tout ça. Mais ils ont été à l'école, ça a été des gamins, mais c'est ça, on a exactement. des choses à se raconter. Ils ont leurs failles, ils ont enfin c'est des gens normaux, peu importe leur fonction ou leur compte en banque. Mais de toute façon, les blocages viennent toujours de soi-même. Quand on n'ose pas aller faire quelque chose, appeler quelqu'un, c'est pas la personne en face qui crée le blocage. Non, c'est une peur. Voilà, on n'a pas trop de blocage. Et toi, t'es fan de qui, Fred ? Moi, je suis fan de Ariana Grande. Mais ouais, ça c'est bien. La chanteuse. Et j'ai le poster de Kylian Mbappé dans la chambre. J'allais le dire. Bah, ouais. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens comme ça avec Canal au Festival de Cannes, à droite à gauche. Et dans une simplicité de... Il faut rappeler quand même que... Enfin voilà, je le redis, j'ai eu la chance de vivre dans une... Pendant le Festival de Cannes, à l'époque où j'étais à Canal, ils ont eu pendant des années une boîte, la boîte Canal. C'était une boîte de nuit gratuite, donc où tu ne payais pas les consommations. Déjà, c'était fou. De dingue, moi, je devais avoir 22 ans à l'époque. Et tu te dis... Bah là, tu rencontrais, tu tournais la tête, il y avait Scorsese, il y avait Al Pacino, il y avait Gérard Depardieu. Georges Lucas, moi je me suis retrouvée avec Georges Lucas. Mais normal. Alors mais normal. Oui. Moi, et des chanteurs et des trucs. Et moi, ce que j'ai appris de Canal, si j'ai appris une chose, c'est ça, c'est que c'est normal et que ces gens-là, eux aussi, ils peuvent être accessibles, ils peuvent machin. Oui, mais alors c'était pas non plus ouvert à tous les gens normaux. Non, évidemment, parce qu'après il y avait des normes il y avait quand même de sécurité pour un avoir un nombre. entre-soi, mais bon. Non, mais il y a un nombre de gens restants dans une boîte de nuit. De vous rendre compte. Mais t'avais quand même un truc où à Canal, des mecs comme ça pouvaient dire bonjour aux stagiaires ou aux trucs. Enfin, il n'y avait pas un coin ultra. Il n'y avait pas un carré VIP. Voilà. Moi, de toute façon, je ne supporte pas déjà la hiérarchie. Déjà, dans mes équipes sur un film, par exemple, sur À 2 heures de Paris, tout le monde était payé pareil, quoi. Tu vois, il y avait on était sur des petits budgets, etc. Mais j'aime pas l'aristocratie du cinéma. J'aime pas qu'on me traite comme une chef. Je vais impulser, je vais donner de l'énergie. Je suis un leader, mais je suis chef de personne. Tu vois, c'est vrai que c'est pas. Vrai, et j'aime pas ces. C'est marrant parce que, moi, à mon niveau, j'ai la même chose. Je déteste j'aime pas dire galeriste. Ça fait un peu genre je suis en galeriste. Je sais pas. Ah oui. Ouais. Dans ma tête. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Genre, donc les propriétaires, les directeurs de galeries. Ouais. Et t'as raison. J'aime pas le côté mes artistes. Ah oui. Comme si c'était un petit. Par contre, moi je dis mes acteurs, mes techniciens. Oui, mais j'imagine que c'est avec beaucoup d'amour et de tendresse. C'est ma petite équipe. Qui dit ma réal. Mais donc moi j'aime bien voir chaque artiste comme si c'était un associé sur un projet ou sur une période limitée où je me dis on est à 50-50, il faut qu'on ait une relation d'associés. Égalitaire. Vraiment. Ouais, exactement. Mais c'est ça Et je trouve que ça change vraiment la donne justement. Parce que parfois ils me disent je sais pas pour l'expo, toi tu l'envisageais comment? Je dis non, dis-moi toi et je vais te dire s'il faut qu'on recadre un peu quoi. Mais toi t'es l'artiste, le travail il émane essentiellement de toi. L'argent, il est divisé, c'est 50-50. Donc, dis-moi tout et à partir de là, on va le travailler. Mais pour moi, j'ai plein d'associés comme ça. Et c'est ça qui fait que... Parce que sans eux, je suis rien. Donc, pourquoi les traiter comme s'ils étaient... absolument d'accord avec toi. Je trouve ça étrange. Moi, je n'aurais jamais pu faire mon film sans Fred, sans tout le monde, sans les techniciens. Je veux dire, sans eux, je n'existe pas. Mais c'est exactement le même parallèle. Moi, sans œuvre d'art, moi, j'ai toujours eu l'impression que tu as eu la terre entière qui est venue à Canal, quand on faisait des émissions, Festival de Cannes ou des trucs en direct, et que les gens te disent bonjour, parce que toi aussi, tu fais partie de l'équipe de l'émission qui se fait là. Le show qu'on va faire, on va le faire tous ensemble. Et donc, on va te faire un check, un clin d'œil, un truc. Et donc, tu fais partie de la même bande, alors que ça peut être un tel ou un tel, tout simplement. Et ben, c'est pareil, c'est un travail d'équipe, quoi. Tout le monde est important. Il n'y a pas non, je refuse parce que tu sens que parfois tu arrives sur des tournages et puis en fait, de même ils vont induire ça, certains techniciens, tu vois. Ou alors je vais arriver, j'ai 3 cafés qui vont arriver, on va me suivre avec ma chaise. J'aime pas trop. Alors parfois c'est vrai que plutôt que d'aller faire 100 mètres pour aller chercher ton café et tu pars. Bon, mais ça me dérange toujours un peu, si tu veux. Moi, j'ai été 3e assistante, je l'ai fait, moi aussi, je suis allée. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ça le métier.
Non, ça... Voilà. Et le fait que tu aies bossé avant, je vous pose toutes les questions. Encore une fois, je suis pas de votre milieu. Vous nous parlerez de vos tatouages après, Céline, parce que les gens se demandent, podcast, même si c'est un podcast, les gens voient quand même des choses où ils ressentent, où il y a l'odeur dans ce podcast. L'odeur des tatouages Oui. C'est marrant, on parlait d'autres odeurs tout à l'heure. Si j'ai bien compris, avant, tu as fait des documentaires, des clips et tout ça? Ouais, court-métrage, un peu de série télé. Et est-ce que c'est mal perçu dans le monde du cinéma d'arriver de la télé ou est-ce que ça se fait, Non, mais moi, ça se fait naturellement? Ce qui est perçu, déjà, moi, oui, j'ai compris. Non, mais je veux dire, est-ce que ça a participé au fait qu'on t'ait mis un peu des bâtons dans les roues ou pas forcément? Non, moi, j'ai jamais eu de bâtons dans les roues, si tu veux. Ça a été vraiment par rapport à l'histoire. J'ai rencontré le plafond de verre à ce moment-là, si tu veux. Sinon, ma carrière, tout se passait très bien. Et puis quand j'ai voulu raconter ce personnage ultra libre, c'est là que je me suis rendu compte, voilà, c'est le plafond de verre. Moi, j'ai rencontré à cet endroit-là. Mais les choses changent, voilà. Il faut qu'elles changent vite aussi, parce que j'ai qu'une vie et elle passe aussi. Donc j'ai envie que la société, elle bouge vite, tu vois. Et tu participes en fait. Mais tu vois là, mon prochain film, au tout début, je suis allée voir quelques partenaires et j'ai entendu, on était 9 mois avant la Coupe du Monde, quand j'ai voulu faire de foot féminin, quand j'ai voulu faire ce film, et j'ai entendu foot féminin, ça n'intéresse personne, c'est chiant. Ah ouais, n'importe quoi. Regarder des filles jouer, c'est chiant, etc. Nanana. Et je me suis dit, oh là là, je vais revivre le truc. Oh, direct, j'ai monté le projet avec ma boîte. Ça t'a boosté davantage, le fait que ce soit ça les premiers retours? Ouais. J'ai encore halluciné, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu te fais avoir, tu te dis, mais... Peu importe ce que tu fais, on va te dire... On va encore me refaire le coup de non, je me suis dit, putain, je me suis réveillée en pleine nuit, je me suis dit, on va me refaire le coup, quoi. Mais c'est fou, ouais. J'ai appelé Fred, j'ai dit, putain, on me refait le coup, quoi. C'est hallucinant. Et bon, et maintenant, tout le monde dit... Alors, parce qu'ils pensaient que la Coupe du Monde ne marcherait pas, il y a eu des pics d'audience à 12, 13 millions. Maintenant, tout le monde dit, c'est hyper malin, ton truc. Mais quand je suis arrivée en disant, je vais faire un truc sur le foot féminin... Et pourquoi elle, d'ailleurs? Pourquoi sur le foot parce féminin? Parce qu'elle a une vie exceptionnelle. Je voulais faire un biopic de sportif pour mon second film parce que j'ai fait 10 ans d'athlé, etc. Puis j'étais en train de lire des bios et puis j'ai mon ancien entraîneur d'athlétisme qui m'a appelé et qui m'a dit... C'était synchronicité, il m'a dit, elle vient de sortir un bouquin sur sa vie, il faut que tu le lises. Je l'ai lu et je me suis dit, allez, hop, c'est parti, quoi. C'est drôle. Et toi, tu étais pro au niveau... Enfin, tu faisais de l'athlétisme pro? Ouais, alors j'ai pas été championne de France, Jeux Olympiques, etc. Mais j'étais à un bon niveau jusqu'à 15-16 ans. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir, mais je rebondis, Céline, par rapport à ta galerie, là. Oui, parce que le sport et moi, ça n'a forcément rien à voir. Justement, dans l'inconscient des gens, se dire, tiens, je vais aller dans une galerie. Je vais aller chez Bandi Bandi, je veux m'acheter une œuvre d'art, machin. Tu te dis, les gens, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux gens avec une forte notoriété ou un fort pouvoir d'achat. J'y pensais quand tu disais le plafond de verre et tout ça. En fait, je trouve que les galeries... Après, c'est très français, j'allais dire, mais non, ça se ressentait également à Bogota. Donc non. Je trouve que le fait de rentrer dans une galerie, ça peut être très froid, très élitiste. Aujourd'hui, on se dit, il y a des gens... je vais pas rentrer parce que je sais pas combien ça coûte. Et puis moi, je vais pas pouvoir. On a l'impression, pour le commun des mortels, que c'est réservé à une élite. Et justement, figure-toi que moi, je vais être honnête avec vous. Donc là, j'arrive à Paris pour ma première expo. Voilà. Qui est en ce moment. Mes parents ne sont pas collectionneurs. Je n'ai pas étudié les beaux-arts. J'ai pas fait l'école du Louvre. Je ne suis pas artiste. Voilà. Mais je pense avoir une sensibilité et c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, qui s'est imposé à moi. Une passion. Voilà, une passion. Ça fait 5 ans que je le fais. J'étais art dealer. Enfin, j'avais un bureau avant d'avoir une galerie où je conseillais des clients sur leurs achats d'œuvres d'art contemporain latino-américain, etc. Je me suis construit de rien, j'ai juste eu envie de le faire et je l'ai fait. Et c'est vrai que j'appréhende, je vais être honnête, j'appréhende de l'arrivée à Paris. Parce que je me dis, Paris, c'est cette ville où justement... T'as quoi? T'as un petit syndrome de l'imposteur? Exactement, non ouais. Alors j'essaye de passer au-dessus, mais c'est vrai que c'est... je trouve qu'en France, il y a ce côté... Self, tu t'es fait tout toi-même, quoi. Ouais, mais c'est ce que je me dis, mais je vois ce qui se passe dans le monde de l'art cet élitisme en France. un petit peu, voilà. Et à Paris, je vois le fait d'arriver comme ça dans le monde de l'art parisien, je me dis mais moi je suis personne par rapport à ces personnes-là et j'écoutais une interview. En fait, j'essaye de me tenir au courant. J'arrive à Paris, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Paris, qui est qui, etc. Même si je le savais un peu de loin, il faut que je me remette un peu dans le bain. Et ça parle très bien français en tout cas, Céline. Merci, con mucho gusto. Et ça fait... Pour une colombienne, Non, je dis con mucho gusto parce qu'il faut savoir que Fred est allé en Colombie, il connaît 3 mots qui sont con mucho gusto et il a de la chance parce que ça va avec tout. Ouais. Ça peut vouloir dire merci, s'il vous plaît, à demain, ce que vous voulez. Tu me fais du bien. Je t'aime.
Voilà. Non, j'allais dire, j'écoutais plusieurs interviews sur justement des podcasts, des comptes Instagram qui ont les vidéos, etc. Et la première question qu'on pose à des personnes qui ont des galeries, c'est alors... La formation votre formation. Ah oui. Tu dis autodidacte, voilà. Mais je me dis surtout, c'est bien d'avoir une formation, je ne suis pas du tout contre le côté académique, mais à quel moment est-ce que... on peut avoir toutes les formations du monde, ça ne prouve pas qu'on a une sensibilité, ça ne prouve pas qu'on a un œil, parce que l'art, au départ, c'est surtout des relations avec des personnes qui créent ces œuvres, etc. Est-ce à quel point on comprend ces œuvres-là pour pouvoir ensuite retranscrire à nos clients ce qu'il y a derrière ces œuvres, ce que l'artiste a voulu dire. Et ça s'apprend pas à l'école. Mais ça me rappelle, moi, les premières... Exactement. Et donc, je trouve ça fou qu'à chaque fois, la première question, ce soit, alors, d'abord, votre formation. Et quand c'est pas la formation, tout de suite, c'est, alors, vos parents. Et donc, c'est des filles et fils d'antiquaires ou de marchands d'art, d'éditeurs de livres d'art, etc. Et j'ai rien contre ces personnes, encore une fois. Mais je me dis, est-ce que c'est ça qui doit définir le galériste qui va galérer ? Non, mais... le propriétaire de galerie, je trouve ça un peu étrange comme manière d'aborder les choses, avant même de dire, et vous, qu'est-ce qui vous anime pourquoi ces artistes-là, c'est quoi la ligne de votre galerie ? Non, la première question, c'est, on parle ou de la famille de la personne ou de sa formation académique. Et je me dis, c'est dingue, parce que moi qui n'ai ni l'un ni l'autre, je me dis, mais si on me pose ces questions-là, alors d'office, je suis un peu out dans ce monde de l'art. Non, mais c'est la même question. Moi, je me souviens des premières boîtes de nuit, on te dit, ah non, monsieur, désolé, il faut être habitué. Laisse-moi rentrer, je te jure, je vais venir tous les soirs, j'avais que ça à faire. Je vais être habitué, quoi. Voilà. Je vais m'habituer. C'est ce qui s'est passé après. Je suis devenu habitué, mais au début, c'est une bataille. Parce qu'en fait, tu dis, putain, il faut convaincre pour... laisse-moi rentrer une fois. Regarde, tu verras que je suis un mec normal, que je me comporte bien, je suis poli, je mets ma veste... Enfin, j'avais pas de veste, mais je mets ma veste pied de poule au vestiaire, j'ai mes mocassins vernis, tu vas voir que je danse un petit peu, même sur le dance floor, je chauffe pas trop ma chemise. Mais c'est exactement ça. Mais j'en reviens à l'autre question d'avant, c'est il y a aussi dans certains métiers où on se dit, moi là aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, tiens Céline fait sa galerie là, Bandit, moi je voudrais aller, ça m'intéresse, je veux voir ce que c'est que la culture urbaine, les artistes d'Amérique latine, je veux acheter un tableau ou bien un objet, etc. d'un artiste. Ouais, mais ça va être trop cher, ça va être réservé à un tel. Tu vois, les gens. Donc c'est pareil. Nous, dans notre curation, on essaye de faire en sorte que ce soit accessible. En fait, j'essaye d'avoir une galerie qui me ressemble, c'est évident, mais la galerie que j'aimerais moi trouver finalement quand je vais visiter une galerie. Donc on a des œuvres, ça part on est autour de 70-80 euros pour une sérigraphie jusqu'à 5 à 8 000 euros pour une toile. Ouais, mais tu vois, c'est génial de dire ça aussi pour les gens, parce que déjà faire la démarche de dire tiens, moi sur ma commode ou dans mon salon j'aimerais mettre ça, parce que je sais pas, ça m'a fait un truc, j'ai trouvé cet objet ou ce tableau, cette image, cette photo super beau, c'est un accès aussi aujourd'hui. Mais en fait, la réflexion qu'on me fait le plus de personnes qui justement ne sont pas issues du monde de l'art ou quoi, c'est oui, mais moi j'y connais rien. Ouais. Et je leur dis, mais moi non plus, j'y connaissais rien. En fait, l'art, justement, c'est pas de connaître quelque chose, c'est de ressentir. Vous voyez une œuvre, vous trouvez ça dégueulasse, et vous avez raison. Vous trouvez ça fou, et ça, vous y repensez 3 jours après, 2 mois après. Et c'est ça un coup de cœur pour une œuvre d'art. Il n'y a rien de plus. Après, oui, il y a un marché de l'art et des maisons, il y a ceux qui veulent investir, etc. Effectivement. Mais ça ne veut pas forcément dire... Enfin, c'est hyper subjectif. Qui a dit que Damien Hirst valait plus que Sébastien de Villabona qu'on présente en ce moment? Je ne connais pas ces 2 personnes, par exemple, moi. Damien Hirst, tu sais, qui avait fait un requin dans du formol, qui fait des têtes de mort recouvertes de diamants. Ah oui, ça j'ai vu. Un des artistes les plus chers au monde. Qui a dit qu'il était l'artiste le plus cher au monde? Il a eu le bon client, le bon galeriste. C'est une somme, si tu veux, de coups de chance d'un côté, de bon marketing de l'autre, de faire partie de la bonne collection. Enfin, en fait, c'est une espèce de somme, de... Mais on va dire ça ne nous regarde pas. Le marché qui est à côté, c'est toi. Non, mais voilà, ça c'est le marché de l'art, l'investissement, etc. Est-ce que c'est beau, c'est pas beau? Est-ce que ça me raconte quelque chose ou pas? Il y a des personnes qui achètent juste parce qu'elles savent qu'elles vont revendre. Il y a des personnes qui adorent parce que ça leur provoque quelque chose. Et personne n'a tort. En fait, c'est un peu ça mon idée. Moi, je suis pas en train de critiquer qui que ce soit. Je trouve que personne n'a raison, personne n'a tort. L'art, c'est un truc tellement personnel. Exactement. Moi, c'est pour ça que tu vois, souvent, j'ai des critiques négatives sur mes films. Ça m'arrive. Ça ne me touche pas du tout.
Je sais qu'il y a des réalisateurs qui sont... Non, mais il y a plein de réalisateurs qui ne peuvent pas lire les c'est trucs. pour ça le parallèle avec... Mais j'essaie de dire même, elle m'intéresse plus. C'est ce que j'allais dire, ça te touche pas, mais tu y penses après, enfin tu te dis, ah mais peut-être que la personne a raison, ou est-ce que... Ah non, je me dis pas ça. Ah non, je me remets jamais en question. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais quand j'ai des critiques, on m'a dit c'est honteux, une femme comme ça, quelqu'un vient s'exciter sur Allociné. Déjà, je me dis, pour qu'elle ait pris son clavier pour venir écrire un mec, c'est que je suis bien allée, tu vois. Et même si la critique est négative, je me dis, c'est super en fait. Ouais, le mec, il a pris du temps de sa vie pour venir m'écrire. Moi, je oui. suis en colère, j'aime pas ce que vous dites. Et moi, je me dis, j'ai gagné parce que ce que je veux provoquer, c'est des réactions. Qu'elles soient bonnes ou positives, ça m'appartient pas. Bonne ou négative. Oui, mais elle est positive, elle a dit. Donc tout est bon ou positif. Tu vois, tout Ah oui, est elle bon. vote que en positif. Tout est bon pour moi. Et en plus, je respecte ces gens-là, à part si je me fais insulter comme c'est pas possible. Ah oui, non, ça c'est... Mais je respecte leur avis et ça me fait plaisir qu'ils aient fait la démarche de venir gueuler. Et oui, ça vaut autant qu'une bonne critique finalement. Je trouve ça aussi intéressant. Donc tu leur dis merci. Moi, je leur dis oui, je fais un peu d'humour, parfois je réponds. Je dis merci d'avoir pris le temps d'écrire. Mais heureusement d'ailleurs qu'il y a plein de gens... Ça m'éclate, tu vois. Il y a plein de gens qui aiment des choses et plein de gens qui n'aiment pas. Heureusement, c'est horrible d'être... Oui, et après, moi, c'était des critiques sur les femmes, etc. Donc ça te permet de prendre le pouls un peu de la société aussi, tu vois. Je trouve ça intéressant, voilà. Ça m'a jamais dérangé. C'est que les mauvaises notes ne me dérangeaient pas à l'école non plus. Donc bon, tu vois, ça doit venir de là. Moi, j'avais juste peur de les annoncer, mais en l'occurrence, en moi, ça ne provoque rien non plus. Je me disais juste, putain, il va falloir le dire. Mais peut-être que demain, on pourrait aussi penser à un croisement entre vous deux, c'est-à-dire que dans le prochain film de Virginie, il y a des œuvres que représente Céline. Il faudra payer les droits d'auteur. Un message caché qui a été révélé dans le podcast du siècle. Voilà. Peut-être je vais te mettre un short et puis des crampons. Moi, après, comme je dis... Non, mais c'est ça. Peut-être que grâce à Virginie, je vais faire du sport à 36 ans. Je vais commencer ma carrière d'athlète. Moi aussi, je pense que j'ai eu 2 remarques de ta part, Céline, en me faisant bien comprendre que j'étais un patapouf casanier et qu'il fallait se remettre au foot et que tu m'avais jamais vu depuis qu'on se connaît finalement sportif. D'ailleurs, même pas jouer de la pétanque. Même pas à la pétanque, c'est chaud. On va en parler pour mon film. Est-ce que tu penses qu'il y a une transformation physique particulière qui va Alors c'est ça qui est marrant sur les entraîneurs, c'est que... Souvent, ils ont une petite bedaine due à la bière, non? En fait, ça n'a rien à voir... Pas obligé d'être ultra sportif, mais en même temps, c'est pas mal d'être... Et là, en plus, ton rôle, il va couvrir une dizaine d'années, donc il va falloir un peu évoluer. Donc les premières années, Années 80, au début, j'ai des photos d'entraîneurs des années 80 avec des coupes de cheveux mullées là qui vont te plaire. Mais on a hâte de le voir ce film, dis donc. Ce serait bien de se remettre au sport quand même. Hein. Mais c'est vrai, parce que on va tourner quand du coup, putain. Moi, je dois réaliser un film aussi après. Ouais, je pars sur à partir de fin octobre. Mi-fin octobre. C'est tout de suite, ça. C'est très bientôt. Et ce sera un peu de feuilles sur les arbres et un peu pas de feuilles. Parce que comme le film est sur 30 ans, il faut qu'on ait un peu de... Et c'est 30 ans en France ou il y a des parties dans d'autres endroits? Aux États-Unis, beaucoup. Ah, sympa. J'aurai combien de jours, à ton avis? Pas beaucoup. Tu vas se faire un... Tu vas me prendre combien? Oh, pas beaucoup. Alors, on assiste en direct à une négociation. J'apprends tout du métier. Productrice, réalisatrice. Je vais prendre 20% de la coprode et sinon je prends 30 €. Ah ouais, putain, il fait chier. Tu sais, je vais te dire, le premier film, Fred, il m'a même dit je veux pas être payé. Je lui ai dit non, si. Tu n'as pas le droit de pas payer les gens. Non, j'avais pas le droit. Heureusement, tu vois, en France. J'avais pas le droit, oui, parce qu'il n'y a pays, la France. Il n'y a pas de bénévolat artistique. Non, mais parce que c'était pas un film sauvage, c'était un film agréé par CNC, etc. On était vraiment dans les clous, on a payé tout le monde. Après, si tu fais un film sauvage, tu peux ne pas payer les gens, mais là, c'était pas le but. Et Fred m'a dit écoute, moi j'ai une semaine, t'es papa. Je lui ai dit si, je me souviens que tu m'avais dit ça. Mais oui, mais parce que notre métier, c'est aussi une passion avant tout. Mais si t'es jamais là, si tu régis ta vie en pensant qu'à l'argent et qu'aux intérêts, enfin moi j'ai jamais été comme ça et vous non plus, et voilà, et tant mieux. Et je pense qu'en tout cas, on a raison pour nous-mêmes, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour donner des leçons. Après on se retrouve à devoir accepter des podcasts pour pouvoir manger gratuitement d'une manière ou d'une autre. J'ai obligé de trouver des gens qui pourraient nous inviter à manger pour faire ce podcast. Et ça se passe bien. Plutôt pas mal. C'est délicieux. L'artichaut est très bon, hein, très bon niveau là. On se régale. Très bon. Non mais comme quoi, est-ce que Virginie va venir acheter un tableau? Est-ce que Céline va aller au cinéma? C'est bien, c'est un échange. Comment tu vendrais, tiens, en disant, écoute-moi ce que je te conseille, par exemple, Virginie, est-ce que tu as des tableaux chez toi, tu as des choses qui te... J'aime beaucoup les murs blancs.
Voilà. J'ai Donc, peu d'accroche. Non, mais donc, la voilà. cliente. Mais c'est marrant, tiens. Toi, je ne avec le qui savais pas. Ça n'ira jamais. Donc, t'as que les murs Non, blancs. eh ben, Donc, tu non, vois, mais et pas du tout figure-toi. pour l'instant. Alors j'ai 2 Matisse, des faux, dans ma chambre. Oui, la meuf. J'ai 2 Modigliani, J'ai tu 2 vois, contrefaçons. j'ai 420 millions d'euros de tableaux chez moi. Et donc, Et j'aime les franchement, murs c'est blancs. bon. 2 littos de Matisse dans ma chambre. Et Un poster de sinon- Rocky 4. Non, de alors Stallone. tu sais ce Moi, que je l'avais, hein, quand j'ai j'avais un 8 ans. poster avec toutes les séquences de mon prochain film sur mon mur. Donc il y a 275 post-it. Ah, Mais voilà, et tu veux pas en faire une expo à la fin du film? Putain, ça, c'est un vrai truc. Ouais. Mais non, mais la vraie question, tu connais chez Fred? Non, Alors Fred, dis-nous. mais il m'invite Dis-nous pas. Il m'invite pas. l'œuvre maîtresse Il m'invite pas, dans tu ton vois. salon. Je vais t'inviter bientôt pour la signature de notre contrat. Raconte-nous l'œuvre d'art que tu as chez toi. De quel Ah oui, c'est vrai. artiste est-elle? J'ai une œuvre d'art d'un Magnifique. dessin que j'avais fait à la maternelle Le mec, il est pas mégalo. et qu'on En a gros, mis sur un le gros, que ouais, j'ai énorme. mes Ah oui. parents m'avaient gardé, Ah génial. donc conservé pendant 40 ans et que j'ai mis, j'ai demandé, enfin j'étais dans un Tu l'as fait endroit où encadrer, quoi. Ouais. ils l'ont mis sur une toile en fait. C'est un dessin. Carrément. Mais le truc est énorme. Ça fait quoi? Plus d'1 mètre sur 1 mètre ou 1,50 m sur 1,50 m? Ouais, C'est un non, truc c'est énorme. énorme. hein. Et les gens quand ils rentrent ils disent génial, c'est qui l'artiste? Personne vient chez moi, les gens. J'ai pas beaucoup d'amis moi. Les gens m'apprécient pas plus que ça. Et donc, il se sert reste de de la poudre aux yeux. de ce gribouillage pour me dire non mais tu sais Céline, moi je peux pas acheter d'œuvres, j'ai plus de place sur les murs. Je vais t'acheter une C'est ça, œuvre, l'amitié. Céline. À l'heure où on enregistre ce podcast, on peut aller où? Au 10 rue Caffarelli, dans le 3e, juste à 50 mètres du carreau du Temple, Voilà. voir l'exposition de Bandy Bandy, Voilà, qui la s'écrit galerie. B-A-N-D-Y. Ça n'a rien à voir avec un Voilà. bandit. Et tu y es toutes les journées? Eh ben, je vais y aller, moi je vais acheter Ah une ben, œuvre. j'ai passé boire un veux café, bien. moi. Mais non, on aura Moi, des tu vois, bières. moi, c'est café, toi, Attends, t'achètes une on œuvre. aura des bières Je Club ne bois pas Columbia. d'alcool, moi. Tu sais, je suis dans une d'accord. dynamique de sportive. Oh là là. Mais t'es sûr que c'est une amie Ouais, bah, Tu l'as Vous choisie me remettre un petit peu de franchement. rosé, s'il vous plaît, merci. Et donc oui, jusqu'au 14 juin. eh ben, tu Vous verras pouvez qu'on va voir, acheter une œuvre. Bah, on, va Et acheter, puis- on va acheter en commun et il va Mais- payer. Alors, Ok. Oui, on peut acheter en commun, il va payer. c'est la productrice qui est en train de gagner sur la réalisatrice. T'as vu, c'est Ouais. horrible. C'est horrible, ouais. Non, Fais mais gaffe, hein, il Virginie. faut dire aux gens qui seraient intéressés. Il y a des gens qui écoutent ton podcast. Il y a 7 millions de personnes. 7 Non. Il faut dire C'est aux pas beaucoup, intéressés Non, que c'est justement, si vous n'avez pas d'argent à mettre dans une œuvre d'art ou si vous n'aimez pas ce qu'on propose, mais vous avez juste envie de passer parce que vous n'avez rien à faire de vos journées, on est open et je vous dirai bonjour avec un grand sourire, ce qui n'est pas le cas dans toutes les galeries. À Paris, Ah, dans j'ai le pas dit à Paris. 3e arrondissement. Ok. Ben, moi, je vais Rue. venir. Caffarelli. Je vais passer. Il y a des artistes à voir. Ils seront là en chair et en os. Non, il n'y a pas Bah d'artistes. non, malheureusement, parce que c'est un Vénézuélien qui vit au Portugal et un Colombo-Suédois qui vit à Bogota, qui est venu produire ses œuvres en France. Et ça a ouvert quand ta galerie là? Bah, là, pour l'instant, on est sous forme de pop-up, tu Oui, vois, mais c'est des c'est boutiques depuis éphémères. Moi, je suis rentrée en France en novembre et on a commencé réellement en février. Donc là, c'est la première exposition. Et après, on a notre site avec de la vente en ligne d'œuvres d'art et d'objets d'art. Eh ben, une œuvre d'art achetée, un DVD offert. Ah, pas mal. Tu vois, il y en a des trucs à faire. Non, mais je pense que de plus en plus, ça va se démocratiser, C'est pas que les mal. gens vont avoir envie de ça et c'est accessible à tout le monde en fait. Faut faire C'est des juste- packages. Juste le kiff. Tu Bah vois oui. Voilà. C'est pour ça que je savais qu'il fallait vous faire rencontrer toutes les deux. Vous Alors avez la même. pourquoi tu t'es Ouais, dit dis-nous tout. Pourquoi nous? Bah parce que en fait, je pense que le hasard fait bien les choses et qu'il n'y a pas de hasard et que vous allez au bout des choses et vous n'avez pas peur qu'on vous referme la porte au nez. Voilà. Parce que toi, Et vous n'êtes pas impressionné par les choses. Toi, t'as peur Ta peur te freine dans ce genre de choses? D'aller Non. frapper à la porte de certaines personnes? Non, non, ou quoi justement, moi je trouve que c'est louable et que je pense qu'il ne faut pas attendre d'être restaurateur pour ouvrir un restaurant, quoi, en gros. Après, l'échec ou les erreurs nous servent à avancer, justement. Bah oui. Mais Oui. moi j'ai toujours pensé ça, donc je me jette dans le bain à chaque fois et à chaque projet c'est un éternel recommencement. Je ne sais pas si je vais réussir et que pour moi c'est une façon de vivre qui est normale en fait. Je ne peux pas attendre d'avoir fait 10 ans d'études pour me lancer dans quelque chose. Et après, j'admire aussi ceux qui font plein d'études pour arriver à ce qu'ils veulent faire. Mais quand tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, Mais oui, c'est ça je le me dis, problème, c'est parce que dommage. moi, j'aurais adoré C'est surtout étudier ça. l'art, par Bah oui, exemple. parce qu'il y a plein de gens qui savent. Donc ils ont le truc, et tant mieux pour eux. Ceux qui ne savent pas comme nous à la base, eh ben, par contre, tu as des passions, des Alors moi, envies. je l'ai fait très tôt. Hein, Voilà, à 15-16 ans, j'ai fait au lycée, j'avais une option cinéma. Ouais.
Moi, c'était le contraire. J'ai eu l'impression, par exemple, on nous disait toujours qu'il y avait un conseiller d'orientation. Je sais même pas si c'était un homme ou une femme. J'ai jamais rencontré. J'étais dans un village. Quand tu parlais de plafond de verre tout à l'heure, je me dis le fait de vivre, d'avoir grandi à la campagne. Moi, où j'ai grandi, il y avait 8000 habitants. Évidemment, il n'y avait pas de galerie d'art. Les métiers de l'art, je savais même pas ce que c'était. Je connaissais pas un artiste. J'avais jamais vu une galerie. On avait un musée qui fait une pièce, quoi. Enfin bon. Et je me dis, j'aurais tellement aimé qu'on me dise, tu peux étudier ça, enfin, je sais pas, telle fac t'amènera à tel métier, etc. Mais quand t'as même pas idée, en fait, de ce qui existe comme métier. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre grandir dans une grande ville et grandir en campagne à ce niveau-là, en fait. Mais est-ce que t'avais vu un conseiller d'orientation ? Non, j'ai jamais vu de conseiller d'orientation. Et d'ailleurs, je comprends pas, je croyais que c'était quand j'y repense à tout ça, je me dis, mais il aurait peut-être pu voir, parce que même si je suis pas artiste, j'ai un côté créatif que personne n'a jamais vraiment... Finissez cette discussion, Céline, en gros. Ouais, non, mais ça y est. Conseiller d'orientation ou non. Faites ce que vous voulez et ouvrez les yeux parce qu'il y a plein de choses à faire. Putain, j'ai l'impression d'être une coach de vie. Une meilleure fin. Alors attends, je vais t'écrire quelque chose. Écris une fin pour Céline, parce que c'est quand même toi l'autrice. L'autrice. Et moi, je peux après la jouer avec Céline. C'est compliqué parce que là, elle est partie dans les conseillers d'orientation, donc ça m'inspire moyen là. Moi, je dirais l'athlétisme, la force mentale des sportifs. Ce qui est bien dans la vie, c'est le vin, c'est le rosé. C'est d'être bien dans sa peau. Voltaire. Voilà, Voltaire, Alors Testo. d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on m'a fait la remarque d'un ami qui m'a dit, dans plein de podcasts, et certainement qu'on avait bu un peu trop de mescal. Non, mais j'ai souvent cité Baudelaire alors que c'était Voltaire, ou Prévert alors que c'était Voltaire. Et en fait, je tiens à préciser que je m'étais vraiment trompé, que ce n'était pas moi. Enfin, c'était pas moi qui avais fait une blague. Parce que souvent, les gens disent « Ah, il a fait une blague, il dit que c'est... » Et en fait, j'ai juste précisé que aussi, bien souvent, je suis vraiment archi nul, quoi. Et je revendique cette nullité qui me permet des fois de faire de la création dans l'humour. Virginie, vous voulez finir ? Je ne saurais pas comment conclure, quoi, à part de dire que la vie est belle. Moi, je dis no rules, rules. Ce qui veut dire en français ? Aucune règle ne... La règle, c'est de ne pas avoir de règles. Voilà, merci l'ingé son. Merci. C'est parce que comme je reviens des États-Unis, tu vois. Moi, j'arrive quasiment plus à parler français. Je parle 7 langues. Là, j'ai fait une interview en chinois il y a une demi-heure. Enfin bref, allez, coupez ce podcast. C'est terminé. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production, Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.